Le monde réagit vivement depuis le retour de Trump au pouvoir. En quelques jours, il a bouleversé de nombreux aspects de la politique internationale, comme le retrait des États-Unis de l'accord de Paris et la suspension de l'aide étrangère. Un décret récent suspendant le financement de l'USAID a particulièrement fait réagir. Pourtant, un dirigeant africain, le président Traoré du Burkina Faso, voit le bon côté de cette décision. Pour lui, c'est une opportunité pour les pays africains de renforcer leur indépendance et leur autonomie. Traoré a déjà pris des mesures pour stimuler la production de riz dans son pays. Dans cette vidéo, nous explorons les avancées du Burkina Faso dans la production de riz, expliquons le rôle de l'USAID et analysons la réaction de Traoré face à la décision de Trump. C'est parti. Sous l'impulsion du président Traoré, Madame Mariana Konaté, gouverneure des bassins de Hou au Burkina Faso, a inspecté le champ de blé de la plaine aménagé de Bazan le 31 janvier 2025. Cette visite a confirmé les ambitions de Traoré. Le Burkina Faso, grâce à ses champs de blé et de riz florissants, est en passe d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ces cultures, nourries par des investissements massifs, symbolisent l'indépendance économique du pays. Traoré, dès son arrivée au pouvoir, a insisté sur la nécessité de sécuriser l'approvisionnement alimentaire. Pourtant, malgré ses terres fertiles, le Burkina Faso a longtemps été un grand importateur de riz, aliment de base très demandé. Aujourd'hui, grâce à sa vision, le pays s'affranchit de l'aide étrangère et écrit une nouvelle page de son histoire. Pour le président Traoré, importer du riz, alors que le pays possède des terres fertiles pour le cultiver, était inacceptable. En 2024, il a pris les choses en main en remettant personnellement 20 trieuses optiques aux rizeries du Burkina Faso, via la Direction régionale de l'agriculture des Hauts-Bassins. Cet équipement, d'une valeur de 180 millions de francs CFA hors taxes, financé par l'Office national des grands projets, vise à améliorer la qualité et la compétitivité du riz local. Lors de la cérémonie, Traoré a souligné l'importance de moderniser la transformation du riz. Ces trieuses sont un outil précieux pour nos coopératives et producteurs. Désormais, nous mangerons un riz pur, exempt d'impuretés. Le docteur Abdurrahman Kanad, conseiller agricole du président, a salué cette initiative, qualifiant les trieuses de levier stratégique pour booster la production nationale. Le riz local manque de compétitivité, en grande partie à cause du manque d'installation de tri efficace, ce qui nuit à sa qualité. Selon Konaté, les nouveaux équipements sont des trieurs optiques de pointe, dotés d'une capacité de 64 millions de mégapixels, capables d'éliminer toutes les impuretés et de calibrer les grains de riz. Ces 20 machines varient en capacité, certaines pouvant traiter 1,6 tonnes par heure, tandis que d'autres peuvent en gérer 4 à 6. Le docteur Konaté a ajouté que des formations seraient organisées pour garantir une utilisation efficace du matériel. Seydou Konaté, représentant les transformateurs de riz et président de la plateforme d'innovation rizière des Hauts-Bassins, a exprimé sa gratitude pour cette initiative. L'arrivée de ces machines de haute technologie est un grand soulagement. Notre riz n'aura rien à envier au riz importé, a-t-il déclaré. Cela améliorera la qualité et la compétitivité de la production nationale, et le riz produit au Burkina Faso gagnera en valeur. Près d'un an après la livraison des équipements par Traoré, les résultats sont visibles. Lors de sa visite à la ferme de 450 hectares, dont 100 sont consacrés au blé, le président de la coopérative locale de blé et de riz a exprimé sa satisfaction, déclarant que les producteurs sont mobilisés et prêts à faire encore mieux. Il a également salué le soutien du gouvernement, soulignant que cette expérience permettra d'améliorer la production de blé et de riz à l'avenir. La gouverneure s'est dite impressionnée par la qualité des cultures, notamment le blé en pleine croissance, preuve que les agriculteurs suivent les conseils des techniciens. Elle a encouragé les agriculteurs à persévérer dans leurs efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Enfin, le Moulin du Sahel, une usine de farine de blé, s'est engagé à acheter toute la récolte de blé de cette saison, offrant ainsi un débouché sûr et lucratif pour les producteurs. C'est impressionnant. Non seulement la région produit du blé, mais les usines locales l'utilisent désormais, réduisant les importations. Bien que des défis subsistent, le Burkina Faso avance résolument vers l'autosuffisance alimentaire. Entre 2022, année de l'arrivée au pouvoir de Traoré, et 2024, la production de riz est passée de 280 000 à 326 000 tonnes métriques. Cette progression ne se limite pas au riz et au blé. En 2023, l'agriculture a contribué à 16,3% du PIB, faisant passer celui-ci de 18,8 à 22,1 milliards de dollars. La production de tomates est passée de 315 000 à 360 000 tonnes et celle du mil de 907 000 à 1,1 million de tonnes.
Ces succès découlent des investissements massifs de Traoré dans le secteur agricole. Motivé par sa conviction que les pays africains doivent atteindre l'autonomie et l'indépendance économique, Traoré a évalué avec perspicacité les ressources naturelles dont le Burkina Faso est doté et a choisi de les valoriser plutôt que de dépendre des économies dites avancées. C'est pourquoi il soutient la décision de Trump de suspendre le financement de l'aide américaine. Mais qu'est-ce que l'aide américaine? Et pourquoi cette décision suscite-t-elle tant de critiques? Dès sa campagne, Trump a défendu une politique étrangère alignée sur son slogan America First. Récemment, sur Truth Social, il a qualifié les dépenses d'aide d'inexplicables, appelant à leur réduction. L'USAID, créée dans les années 1960 pour gérer l'aide humanitaire américaine, emploie environ 10 000 personnes, dont 2/3 à l'étranger, selon le Congressional Research Service. Cette agence joue un rôle clé dans la distribution de l'aide, ce qui explique les réactions vives à la décision de Trump. L'USAID est implantée dans plus de 60 pays et collabore avec des dizaines d'autres. La majorité de ces actions sur le terrain sont menées par des organisations partenaires financées par l'agence. Ces activités sont variées. Elle fournit de la nourriture dans les zones touchées par la famine et gère un système mondial de détection des crises alimentaires, utilisant l'analyse de données pour anticiper les pénuries. Une part importante de son budget est dédiée à la santé, comme la vaccination contre la polio dans les pays à risque et la prévention des pandémies. En 2023, les États-Unis ont alloué 68 milliards d'euros à l'aide internationale, dont plus de la moitié, environ 40 milliards, gérés par l'USAID. La majeure partie de ces fonds est destinée à l'Asie, à l'Afrique et à l'Europe, notamment pour l'aide humanitaire en Ukraine. Les analystes craignent que la suspension de cette aide n'ait des conséquences dramatiques pour les pays africains. Le président Trump a critiqué le financement de l'aide américaine, la qualifiant de gaspillage des fonds publics. Son administration a cité des projets de l'USAID, comme une subvention de 1,5 million de dollars à un groupe LGBTQ en Serbie, 2,5 millions pour des véhicules électriques au Vietnam, et 6 millions pour promouvoir le tourisme en Égypte, comme exemple de dépenses contestables. Elon Musk, milliardaire et soutien de Trump, a également attaqué l'USAID, la qualifiant d'organisation criminelle. Trump a répondu à ces critiques en suspendant le financement de l'agence, plongeant son avenir dans l'incertitude. Cette décision a provoqué un choc mondial, perturbant les efforts humanitaires et mettant le personnel en congé forcé. En Afrique, les conséquences de cette suspension sont particulièrement préoccupantes, car l'USAID joue un rôle crucial dans le soutien aux populations vulnérables. Le financement de l'aide américaine soutenait des initiatives de santé cruciales, comme la lutte contre le VIH-Sida en Afrique du Sud. Peu après le décret de Trump, des cliniques VIA ont fermé, des programmes de formation ont été annulés, et des centres de santé pour personnes transgenres ont dû cesser leurs activités. Le Wits Reproductive Health and IV Institute, par exemple, a clos ses cliniques pour populations clés, invoquant l'arrêt des fonds américains. De même, le Conseil de recherche médicale sud-africain a annulé un atelier financé par les National Institute of Health. Les bénéficiaires du PEPFAR, plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida, ont reçu l'ordre d'interrompre leurs activités. Ce programme soutenait des campagnes de traitement et de prévention du VIH au Botswana, au Mozambique, en Namibie, en Ouganda, au Zimbabwe et ailleurs, laissant ces pays face à des défis majeurs. Les experts craignent que le gel des fonds n'interrompe les interventions d'urgence face à des épidémies comme la variole simienne ou le virus Marburg. Pour certains, comme Angela Apeji, professeure à l'Institute for Health Metrics and Evaluation Université de Washington, cette décision est un signal d'alarme. Les pays africains doivent réduire leur dépendance à l'aide extérieure et investir davantage dans le financement national de la santé et une gestion rigoureuse des ressources. C'est le même message que prône le président Traoré. L'Afrique, riche en ressources humaines et matérielles, doit cesser de dépendre de l'Occident. Les récentes décisions de Trump ont exposé les risques de cette dépendance. Sans elle, l'Afrique serait immunisée contre de tels chocs. Aujourd'hui, les pays africains luttent pour atténuer les impacts de ces mesures. Pourtant, contrairement à l'idée reçue, l'Afrique ne dépend pas uniquement de l'aide occidentale. En réalité, si certains ont bénéficié de l'aide occidentale, la majorité des Africains n'en ont jamais ressenti les effets. Ainsi, en dehors du secteur de la santé, la suspension de l'aide américaine aura peu d'impact sur les autres secteurs. La raison ? Une grande partie des fonds destinés au développement et à la réduction de la pauvreté est détournée par des dirigeants corrompus et leurs complices. Ce pillage institutionnalisé prive des millions de personnes des bénéfices escomptés. Face à ce gaspillage, une question se pose.
Les États-Unis doivent-ils continuer à fournir une aide financière dans ces conditions? Tant que les fonctionnaires, bureaucrates et élites corrompues détourneront ces ressources, les populations les plus vulnérables en seront privées. Certains dirigeants africains s'enrichissent grâce à l'aide internationale, laissant les populations dans une pauvreté extrême. Transparency International et d'autres organismes anti-corruption ont documenté des cas choquants de détournement, comme des fonds volés cachés sur des comptes offshore ou investis dans des propriétés luxueuses à l'étranger. Par exemple, des millions de dollars destinés à combattre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida sont souvent mal gérés ou détournés, provoquant des pénuries de médicaments essentiels dans les hôpitaux publics. Sous le régime marxiste de Mengistu Haile Mariam en Éthiopie, une partie des fonds d'aide a été utilisée pour des réinstallations forcées de population. L'argent destiné à lutter contre la famine a servi à acheter des camions, tandis que l'aide humanitaire était délibérément détournée des zones les plus touchées pour affamer les opposants politiques. L'Éthiopie n'est pas un cas isolé. Au Congo, des denrées alimentaires ont été vendues pour financer l'achat d'une usine d'armement en Italie. Maurice, plus pacifique, a détourné du riz de haute qualité, destiné à l'aide, vers des hôtels touristiques. Plus récemment, au Nigeria, pendant la pandémie de Covid-19, des soins palliatifs destinés aux citoyens ont été accaparés par des politiciens pour s'assurer des votes. Les donateurs, comme la Banque mondiale, l'UE et les pays occidentaux, savent qu'une partie substantielle de l'aide est détournée par des dirigeants corrompus et des ONG peu scrupuleuses. Pourtant, ils continuent à fournir cette aide, la présentant comme un partenariat de développement. Mais si leur objectif était réellement le progrès de l'Afrique, ne chercheraient-ils pas des moyens plus efficaces? Pourquoi persister à injecter des fonds alors que leur impact est limité? La réponse est simple, ils en tirent des avantages. L'aide à l'Afrique est un outil d'exploitation occidentale. Rappelez-vous ce rapport de 2014 révélant que l'Afrique reçoit environ 133 milliards de dollars d'aide, mais en perd une grande partie à cause de la corruption et des détournements. L'Afrique reçoit 133,7 milliards de dollars d'aide par an, un montant impressionnant. Pourtant, selon un rapport de 2014, près de 191,9 milliards sont extraits du continent via le remboursement de dettes, les profits des multinationales et les flux financiers illicites. Ce chiffre déjà élevé a probablement augmenté depuis. Ainsi, l'Afrique subit une perte nette de plus de 85 milliards de dollars annuellement. Cela révèle une réalité choquante. Loin d'aider l'Afrique, c'est l'Afrique qui finance l'Occident. L'aide occidentale, souvent conditionnée, permet aux multinationales de s'implanter et d'exploiter les ressources africaines. En réalité, cette aide entretient une dépendance néfaste, empêchant le continent de se développer de manière autonome. C'est pourquoi l'Afrique doit cesser de compter sur l'aide étrangère et repenser son modèle économique. Depuis son introduction, l'aide étrangère est devenue une source majeure de financement pour de nombreux gouvernements africains. En 2009, elle représentait entre 50% et 92% des budgets nationaux de pays comme la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée-Bissau, le Rwanda, la Gambie et le Burundi. Chaque année, ces pays intègrent l'aide étrangère dans leurs prévisions budgétaires, créant une dépendance dangereuse. Cette dépendance permet à l'Occident d'exercer un contrôle politique. Par exemple, il peut menacer de suspendre l'aide si un pays ne se plie pas à ses exigences, comme ce fut le cas au Niger, au Burkina Faso et au Mali après les coups d'État. Ainsi, l'aide est devenue une arme, au même titre que les sanctions, pour manipuler les nations africaines. En outre, cette aide a étouffé l'innovation locale, affaibli les marchés et découragé l'esprit d'entreprise, empêchant le développement économique autonome de l'Afrique. Prenons l'exemple du maïs envoyé par l'ONU au Kenya. Une partie de cette ergaison finit sur le marché noir, vendue à des prix dérisoires. Cela anéantit les producteurs locaux, incapables de rivaliser avec les prix du programme alimentaire mondial. Résultat, les agriculteurs abandonnent, et le Kenya perd ses réserves alimentaires, le laissant vulnérable en cas de famine future. Ce cycle destructeur se répète dans d'autres secteurs. Par exemple, dans l'industrie textile nigériane, le nombre d'emplois est passé de 137 000 en 1997 à 57 000 en 2003. Pourquoi? Parce que les dons de vêtements usagés européens, vendus à bas prix, inondent le marché, rendant les produits locaux non compétitifs. En réalité, l'aide étrangère a souvent causé plus de tort que de bien à l'Afrique, sapant ses économies locales et créant une dépendance néfaste. L'aide étrangère a rendu l'Afrique dépendante, l'empêchant de se développer par elle-même. Mais il est temps de changer cela. Sans aide, l'Afrique serait forcée de générer ses propres revenus, de stimuler la production locale et de renforcer le commerce intra-africain. Elle devrait également améliorer ses infrastructures pour soutenir cette croissance. Sans nourriture gratuite vendue à bas prix, les agriculteurs retourneraient aux champs,
relançant l'agriculture locale. Loin de s'effondrer, l'Afrique en sortirait plus forte et plus autonome. Exprimez-vous dans les commentaires, aimez cette vidéo et partagez-la pour poursuivre le débat.